2013, l'Argo Winch, Torgal, des millions et des millions de lecteurs dans le monde entier, traduit dans le monde entier, Jean Van Hamme, avec des bandes dessinées qu'on adore. Vous êtes, on va le dire quoi, un monstre sacré de la bande dessinée aujourd'hui. Le mot sacré, le mot monstre ne me plaît pas, le mot sacré ne me plaît pas non plus. Disons que je suis un monsieur qui s'amuse à raconter des histoires, c'est tout. Oui, mais le mot, j'allais dire monstre sacré de la BD belge. Parce que quand même... franco-belge, paraît-il, ou belgo-française. Ce sont les Français qui ont le plus de bons auteurs pour le moment que la Belgique. Hein. Donc, la Belgique, c'était au bon vieux temps. Pourquoi ? Savez-vous, grâce à deux hommes, c'est grâce à deux hommes que la Belgique a eu la réputation d'être le pays de la bande dessinée. Quels sont ces deux hommes ? Alors, Hergé. Hergé, bravo. Oui. Et le deuxième, on va en parler peut-être. Moi, je dirais Jacobs. Non, c'est le général de Gaulle. Ah, d'accord. Pourquoi ? Je vous écoute. Eh bien, au moment où De Gaulle a refusé le plan Marshall pour la France, il y a eu en France des restrictions, et notamment de papier qu'il n'y a pas eu en Belgique, et en Belgique notamment. Et donc, le papier devait être réservé à des journaux sérieux et pas à ces petits illustrés qui étaient des bêtises. Et il y a eu un grand mouvement de la part de dessinateurs français, Jacques Martin, un peu plus tard Graton, etc., qui ont basculé de la France, qui sont arrivés en Belgique, où on a créé... existait déjà le journal Spirou et où le journal Tintin a été créé juste après la fin de la guerre, c'est-à-dire en septembre 1946. Oui, mais vous savez, justement, en 1946 ou quelque chose comme ça, il y a un petit gosse, quelque part en Belgique, qui découvre une bande dessinée qui s'appelle Blake et Mortimer. Vous connaissez ce gamin ? Oui, mais je crois qu'il était... C'était il y a 75 ans. Il y a 75 ans, le 26 septembre 1946, armé de 3,50 francs belges, donné par son papa, va acheter à un kiosque le premier numéro du journal Tintin dans lequel se trouve la première page d'une histoire qui l'a bouleversé, Le secret de l'espadon. Ce il, c'est vous, Jean Van Hamme. Mais oui, c'est moi. C'est le petit gamin que vous étiez. Mais oui. Qui ne se doutait pas que 75 ans plus tard, ben voilà. C'est vous maintenant qui racontez les histoires de Blake et Mortimer. Vous n'auriez jamais cru ça, le gamin, là, il n'aurait jamais pensé ça. Non, le gamin voulait, c'était l'époque où on devait se hausser sur le plan social et financier, donc ce gamin se destinait à faire un métier sérieux. Oui. Et voilà, c'est raté. Vous avez en fait pas du tout sérieux. Je l'ai fait pendant un temps, puis je me suis rendu compte que j'étais sur la mauvaise voie. Et je me suis dit, revenons à ce métier, ou passons de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire racontons ces histoires qui m'ont tellement plu quand j'étais gamin. Mais je fais un métier formidable. Oui, et on vous en remercie, parce que je disais, ce sont des millions et des millions et des millions de lecteurs dans le monde. Et alors, bien entendu, ce n'est pas Blake et Mortimer que je lisais, c'est Black et Mortimer que je lisais. Bijove, voyons. Voilà. Black et Mortimer. Et Edgar, comment vous disiez Edgar P. Jacobs, comment on dit cher ami, on ne savait pas qu'il y avait des auteurs à 7 ans. Vous avez une histoire, vous avez le héros, vous avez les personnages. Le nom de l'auteur est probablement marqué au-dessus de la page, mais vous ne savez pas que ça existe, un auteur. Moi, je croyais c'est les personnages qui existent. Moi, je croyais que Tintin, c'était Casterman qui était l'auteur. Vous voyez son nom écrit. C'est vrai que Casterman était écrit peut-être plus gros que Hergé. Plus gros que Hergé, ça m'étonnerait de la part de Hergé. Ça m'étonnerait de la part de Hergé. Ça ressemblait pas à un nom, Hergé. Ça ressemblait pas à un nom de quelqu'un. Non. Non, ça faisait bizarre. Edgar P. Jacobs, oui, parce que lui, quel incroyable créateur. Quand même, vous en avez gardé l'esprit, mais quand même, il y a quelque chose de moderne dans votre adaptation, le dernier Espadon là, qui vient d'arriver. C'est un petit peu plus moderne que les Blake et Mortimer précédents, où les personnages restaient figés dans leur portrait.
L'un est professeur, mais on ne sait pas de quoi. Il travaille dans un laboratoire, on ne sait pas ce qu'il fait. Et il y a Blay qui théoriquement dirige le contre-espionnage anglais, mais tout ce qu'il a fait précédemment, c'est s'occuper des grandes pyramides, c'est s'occuper de tas de choses, mais surtout pas d'espionnage. Donc, ils étaient figés dans leur statut. Et là, j'ai juste essayé de les sortir un petit peu, de leur réaliser à quoi correspondait leur statut, mais on ne sait toujours pas ce que Mortimer fait dans son labo. Hein. Oui, alors il y a de l'humour. Il y a même un peu de... Pas de sexe, j'exagère. Enfin, il y a une femme qui, quand même, ouvre son lit, mais c'est pour l'Angleterre. Hein? C'est pour le roi et pour l'Angleterre. Elle n'ouvre pas son lit au roi. Oui. C'est pour le roi et l'Angleterre. Oui. Elle couche. Elle couche. Et puis alors, il y a des trahisons. Il y a des doubles... Il y en a qui jouent double jeu. Il y a des personnages incroyables dans cette aventure. Vous vous régalez, là. Hein? Ben, écoutez, c'est très curieux. Quand l'histoire se déroule bien, en fait, on travaille très vite. C'est quand on cherche trop longtemps que l'histoire devient parfois pesante. Là, cette histoire-là s'est faite très rapidement. J'avais simplement... on parle de l'Espadon depuis 75 ans. Dans chaque album, Mortimer rencontre des gens qui l'embrassent presque en disant « Ah, le célèbre Mortimer, le célèbre inventeur de l'Espadon ». Mais on ne les voit plus jamais. Oui. Même dans Le Secret de l'Espadon, on les voit pendant 10 pages. C'est quoi? C'est dans des avions à réaction atomique, amphibies, extraordinaires. D'ailleurs, on en voit sur la couverture. Hein. Oui, mais... Là, parce que là, vous nous les montrez, enfin. Vous nous les révélez. Mais d'accord, mais il est tellement effilé, cet Espadon, qu'on se demande où est le moteur. Oui. Bon, et c'est un moteur à quoi? Un moteur atomique, ça n'existe pas. Donc c'est peut-être cette bonne invention française que vous avez adaptée pour les fusées Ariane, c'est-à-dire le moteur à hydrogène. Oui. Ça c'est très possible, mais on ne dit pas. D'ailleurs, on ne dit jamais quel est le secret de l'Espadon. Oui, mais il peut y avoir peut-être un code pour le faire fonctionner. Il faut connaître certaines choses. Oui, mais ça, c'est le code classique. C'est le code que vous utilisez pour entrer chez vous, par exemple. Oui. Là, vous avez un code pour ouvrir votre porte. Mais si je vous dis... Là il faut un code pour faire démarrer le moteur, c'est tout. Je vous dis, l'Orient sans la poudre, Jean Van Damme. L'Orient sans la poudre. Bon, là, c'est un pénible moment que vit notre ami Mortimer, perdu dans le désert. Et le MI6, c'est-à-dire l'espionnage, le renseignement extérieur, envoie 2 agents 00, 2 agents 00 pour sauver Mortimer. Et ils doivent le trouver quelque part dans le désert, comme si on rencontrait beaucoup de monde dans le désert. Et il y a ce mot de code pour être sûr que c'est le bon Mortimer qui est là. Oui. L'Orient sans la poudre. Et la suite, c'est quoi? Alors là, il faut le lire. Hein. Il faut mais il faut le lire. On ne va pas tout révéler. Mais ça doit être quelque chose. Mais il pleuvra moins demain ou quelque chose comme ça. Ce qui est fou, c'est que c'est passionnant, incroyable ce qui se passe. Chaque case, il y a une action, il y a des personnages, c'est fascinant, c'est incroyable. L'IRA, peut-être Buckingham, il peut arriver des choses en Angleterre, et tout ça ne tient qu'à un fil finalement. Hein. Ça ne tient qu'à un fil, exactement. Où est le fil? Quel fil? Où file-t-il? Mais c'est aussi la première fois, j'y pense maintenant, c'est la première fois que j'y pense, c'est la première fois qu'on a le roi d'Angleterre dans une bande dessinée. Oui. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu le roi d'Angleterre dans une bande dessinée. Il y a des séries qui s'appellent The Crown et autres, peut-être, mais là, en bande dessinée, c'est la première fois. Bon, il ne fait pas grand-chose, hein, mais il est là en grand uniforme, quand même. Oui. Alors, on montre d'ailleurs des décors extraordinaires. Les intérieurs anglais. On a des personnages qui se baladent, on est parfois dans le désert, on change de lieu, comme ça. Il y a vraiment... Et toute l'intrigue se noue, comme ça. Il y a une espèce de... C'est inexorable, hein. Et en prime, vous avez les menus gastronomiques des clubs anglais, que je ne conseille à personne, d'ailleurs. Oui. J'ai travaillé à Londres pendant un moment. Faut toujours se méfier, il y a toujours quelqu'un qui écoute à la porte. Ça c'est un truc. Hein. Il y a toujours des espions partout. Oui, mais ça aujourd'hui encore, hein, on n'est jamais tranquille. Il y a combien de gens qui nous écoutent ici? Ah ben j'espère le maximum, hein, des millions et des millions. Bon, hein. Est-ce que ce sont tous des gens bien pensants? Oui.
Je demande. Oui. Vous les connaissez? Non, mais oui, c'est ça, bien sûr. Mais qui est vraiment Mortimer? Qui est vraiment Blake? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un suspense sur les personnages principaux. Eh bien, ce sera peut-être ma prochaine histoire. Ah, ça c'est un scoop. Donc ça ne se finit pas là. Non. Blake et Mortimer va continuer. Mais Jean. de toute façon, il y a d'autres mercenaires que moi hein, qui s'emparent de la série, donc ne vous en faites pas. Yves Sante va poursuivre après cette histoire-là une autre histoire qu'il est en train d'écrire. Non, mais je voudrais faire une histoire centrée davantage sur Mortimer, qu'on sache enfin ce qu'il fabrique dans son laboratoire. Oui. Parce que personne n'en sait rien. Il a créé l'espadon quand l'histoire commence. Il a créé. Quoi qu'on dise quelque part qu'il doit achever de le mettre au point. Mais depuis 75 ans, qu'est-ce qu'il fout dans son truc? Tout le monde le félicite, le brillant inventeur de l'espadon. Mais qu'est-ce qu'il fout dans son laboratoire? Ouais. Qui le paye? Qu'est-ce qui... On a vraiment envie de savoir, Jean. Mais ça, c'est. il faut le savoir. On veut savoir tout ça. Voilà. Oui. Et alors, il y a des. Comment dire? Il y a par exemple, il faut le conduire, ce supersonique. Il n'y en aurait que 4, ou je crois, hein, qui peuvent le conduire. Et puis alors, il faut parfois retourner des gens. Il y a beaucoup de psychologie. Alors, j'avais noté, par exemple, le MICE. C'est un principe de retournement de l'individu. Ça passe par monnaie. Vous pouvez retourner quelqu'un par l'argent. Oui. Quels sont en fait, pour retenir, quels sont les moyens d'amener quelqu'un à trahir? Et vous avez MICE, ça veut dire souris aussi, hein, bien sûr. MICE, monnaie, le I, c'est... Le I, c'est idéologie. Idéologie, oui, voilà. Par idéologie, je suis communiste, donc je dois... Voilà. Le C, c'est... Chantage. Le chantage, bien sûr. Et le E, c'est l'ego. Je joue un rôle dans l'histoire du monde. Je fais basculer quelque chose. Et nos amis ajoutent le N en s'adressant à Ulrich en disant « La nature, vous êtes comme le scorpion qui ne peut pas s'empêcher de faire le mal ». Et Ulrich prend pas ça du bon côté. Parce qu'il est prisonnier, Ulrich est prisonnier en même temps que... Il est là, Oui. Ulrich. Il apparaît à un moment, ce terrifiant Ulrich. Hein. Mais oui. On ne peut pas s'en passer de celui-là. Hein. Mais bon, il y a des gens qui vous diront, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une histoire de Black et Mortimer sans avoir Ulrich? Bon, il y a peut-être moyen, hein, mais malgré tout, il fait partie des poncifs de la série. Parce qu'il y a des poncifs hein, dans cette série. Oui. C'est étonnant que cette série... Je ne dis pas qu'elle est faite que de poncifs, loin de là. Mais cette série, avec des personnages qui ont l'âge des parents de nos lecteurs, que ça marche à ce point, que ça ait un tel succès, un tel amour, ça fait 75 ans que ces Blake et Mortimer rencontrent un fabuleux succès auprès de leurs lecteurs, et nous ne savons pas qui sont les lecteurs de Blake et Mortimer, nous connaissons les auteurs, mais je vous avoue que c'est vraiment un plaisir de travailler sur un Black et Mortimer. Et en plus, vous vous abusez parce que il y a des références aux anciens albums. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnages ou des situations qui, comme ça, réapparaissent, qu'on avait retrouvés dans des albums de Jacobs, par exemple. Oui, Que vous faites revenir. Oui, je crois que Yves Sante, qui est un autre mercenaire jacobsien, fait revenir pas mal de personnages qui se trouvaient dans les premiers albums. Moi, peut-être un peu moins, mais lui fait parfois revenir les jaunes, ce qu'on appelait les jaunes, qui étaient l'ennemi à l'époque. Et enfin bon, de temps en temps, on va pêcher comme ça un personnage qui avait disparu, qu'on avait oublié, qu'on remet à la mode, et on en crée d'autres qui rentrent et qui... Dès qu'on crée un personnage comme ma madame là qui se dévoue pour l'Angleterre et le roi, une vraie dame, hein, c'est pas. C'est là. Bon, elle est arrivée et elle va probablement rester, que ce soit sous ma main, que dans la main de quelqu'un d'autre. Donc voilà, et donc la galerie des personnages s'étoffe un peu, mais le pivot, les trois, c'est-à-dire Blake, Mortimer et Ulrich, resteront pratiquement toujours là. Ouais. On salue Ton Berseric et Peter Van Dongen.
qui font des dessins absolument Deux Hollandais qui font de superbes dessins. Incroyable, hein. Superbes dessins. Et alors, si je dis ça, c'est parce que Black et Mortimer, vous dites Black, non, Black, comme vous voulez. Tout le monde dit Black et Mortimer. Black. Et c'est quand même, et ça reste, une série... mais pas comme les autres, même à l'époque, après la guerre, ça ne ressemblait à rien d'autre de ce qu'on connaissait. Comme vous dites, le succès phénoménal derrière de quelque chose d'unique dans l'histoire de la bande dessinée. C'est quelque chose d'unique dans la bande dessinée, indiscutablement. Je crois que... Bon, si, il y a eu Tintin, hein. Ne cachons pas le fait que Tintin a été, avec ce nom bizarre, Tintin, Kuifje. Vous savez ce que en flamand? Kuifje veut dire... Et puis, allez, comment est-ce que vous appelez ça? La mèche. Ah oui, la Kuifje, mèche. ça veut dire la petite mèche. Donc ça, c'est Tintin en néerlandais. Tintin aussi est un miracle, sauf qu'il n'a pas pu continuer, puisqu'Hergé a dit, après moi, plus de Tintin. Ce qui est dommage. Mais, eh bien, Blake et Mortimer fait partie de cette génération à, quand même, reconnaissons-le, un peu moins de succès de Tintin, mais pas loin. Ouais. Non, mais si Hergé avait dit OK pour continuer Tintin, vous auriez fait des scénarios de Tintin? Je serais incapable. Hergé était un immense scénariste. Un immense scénariste. Il se faisait aider pour la structure de l'histoire, pour l'invention de l'histoire, ça c'est vrai. Il n'aimait pas le reconnaître, mais enfin c'est vrai. Mais la construction de ces scénarios, c'était lui et lui seul. Et je serais pas capable d'être aussi subtil que lui. C'était un immense scénariste, Hergé. Je ne crois pas que je serais capable d'avoir ces enchaînements qui passent tellement rapidement du drame au rire et d'une manière extraordinairement harmonieuse. Mais peut-être que d'autres personnes en seraient capables. Mais la question ne se pose pas, puisqu'Hergé a dit non. Hélas, vous avez dit c'est dommage. Ben oui. Vraiment. C'est dommage. Pour moi, c'est les personnages qui doivent être immortels, c'est pas les auteurs. Ah oui, il aurait tout Les auteurs sont mortels, mais les personnages doivent continuer à vivre. Ouais. Oui, mais quand vous voyez la fascination, alors évidemment pour l'œuvre d'Hergé ou pour l'œuvre de Jacobs, les Jacobsiens, comme vous dites, il y a quelque chose qui dépasse finalement l'œuvre originale, pour lequel ça a été fait, pour des gamins qui lisaient des illustrés. Parce qu'au fond, on l'étudie, la psychanalyse, on en fait des thèses, on essaie de comprendre la symbolique qui peut se cacher derrière tout ça, la marque au jaune ou le reste. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ce phénomène que suscite aujourd'hui la BD? Ben, je ne vois rien du tout. Prenons un exemple parallèle, la musique. Pourquoi est-ce que certains airs, certaines musiques, certaines chansons ont un immense succès, pas une autre? J'en sais rien. Pourquoi est-ce que certains personnages, certaines histoires ont plus de succès qu'une autre? Vous me direz parce qu'elles sont bien faites, mais ça ne suffit pas. Il y a des histoires qui sont bien faites et qui ne marchent pas. Et il y a des chansons qui sont bien faites et qui ne marchent pas. Le succès est une chose la plus mystérieuse qui soit. On ne peut jamais le décoder, parce que si on pouvait le décoder, on le mettrait en équation et tout le monde essaierait de faire pareil et il n'y aurait plus de succès nulle part. Ouais. Donc, il y aurait plein de Van Damme partout qui doivent dire on aimerait bien être à sa place. Hein. Mais non, il y a quelque chose de très mystérieux et de très excitant et très attrayant, bien sûr, dans le succès. Mais qu'est-ce qui fait que des gens, certaines personnes ont du charme, d'autres pas, et tout ça. Et on essaye de le décrypter, on essaye de l'analyser. Qu'est-ce que vous lisez comme critique qui essaye d'analyser le succès d'un film, le succès, on dit oui, comme disait Gabin, une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire? Ça, on le dit pas. Et tout est à l'avenant, et c'est passionnant pour le scénariste que je suis, c'est passionnant de s'attaquer à quelque chose, que ce soit Blé, que ce soit une autre série, en disant « je veux que ça ait du succès ». Mais est-ce que j'y arriverai? Mais ça ne suffit pas de le vouloir. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais quand même, quand vous voyez par exemple Torgal, Largo Winch, il y a des gens qui sont fous de ces personnages, de ces séries, qui en sont dingues. C'est comme Star Wars, ils attendent que ça sorte pour être à la première minute, aller l'acheter à la librairie. Et c'est vous qui avez
inventé l'histoire. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est émouvant. Je pense surtout à Torgal parce que ça s'adresse à des plus jeunes. Pendant l'entracte, je suis au théâtre et je suis abordé par des gens qui me disent « Écoutez, qu'est-ce que vous m'avez fait rêver quand j'étais petit ?» Qu'est-ce que ça me fait plaisir? C'est mieux que des applaudissements. Qu'est-ce que ça fait plaisir à entendre? Et vous vous dites ah, je ne vis pas pour rien. Je sers à quelque chose. Je peux faire rêver les gens. C'est inouï d'avoir ce sentiment-là. Et ça n'a rien à voir avec la vanité. C'est simplement quelque chose qui vous tient chaud. Je vais dire, c'est comme les gens qui ont la foi. Qui croient en Dieu, qui croient en ceci, qui croient en ça, et qui, à certains moments, connaissent des moments d'émotion grâce à leur foi. Eh bien, moi, je connais des moments d'émotion grâce à ces gens qui me disent « Qu'est-ce que vous m'avez fait rêver ?» Ouais. Je ne peux pas demander plus. Et vous diriez que ces personnages-là, ils vont vous survivre, Jean? Ah, bien sûr. Il faut qu'ils vous survivent, il faut qu'ils continuent. Regardez, 13 a continué sans moi, Largo Winch continue sans moi, Torgal continue sans moi. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, je ne dis pas que j'en ai eu assez, mais j'ai eu envie d'avoir le temps de me consacrer à d'autres projets que j'avais, notamment les Blake, et d'avoir du temps de faire d'autres choses. Mais les personnages continuent, oui, avec d'autres scénaristes et en général, d'autres dessinateurs aussi d'ailleurs, et je suppose que ça marche bien. Oui, parce que vous dites au fond cet imaginaire-là, qui vient de vous, de votre âme de gamin, Jean, de ce qu'il y a en vous, de ce talent, ça doit rester, parce que au fond, ça ne peut pas s'arrêter, ce qui a été inventé comme ça. Ce miracle dont vous parlez. Oui, mais enfin, il y a des miracles qui peuvent pas durer éternellement, parce que ça cesse d'être un miracle, bien entendu. Mais enfin, tout ça, c'est une analyse que les gens de ce qu'on appelle le marketing essayent de sonder, essayent de comprendre. Le mot marketing n'existait pas quand j'étais jeune. Mais enfin, c'est un peu ça. Et c'est un peu triste de vouloir l'analyser. Oui. Mais d'un autre côté, je comprends qu'on le fasse parce que... oui, parce que tout le monde voudrait avoir votre succès. Mais c'est pas ça, mais c'est dérangeant de ne pas comprendre pourquoi quelque chose marche et pourquoi quelque chose ne marche pas. C'est dérangeant de ne pas le comprendre. Donc, vous avez oui, des analystes. Oui, des analystes. Oui, mais vous, est-ce que vous dites pas, au fond, pourquoi moi? Pourquoi toute cette œuvre? Pourquoi tout ça a jailli de moi? Et pourquoi ça a été tellement fort? Pourquoi ça continue d'être tellement fort? Parce que j'ai eu une enfance solitaire et que j'ai beaucoup rêvé depuis ma tendre enfance. J'ai vécu seul, sans mère et bon, seul longtemps. Donc les ressources, j'avais envie d'être heureux et pour être heureux, je rêvais. J'avais, dans le petit appartement où je vivais avec mon père, il y avait un grand miroir contre un mur. Je jouais devant ce miroir. J'inventais des personnages devant ce miroir. C'était bon. Et le rêve est venu de ça. Et puis après, j'ai fait un métier sérieux, bien entendu. J'ai travaillé dans des multinationales. Et puis à un moment donné, je dis, je suis à côté de ma vie, je démissionne et je vais écrire des histoires. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Mais il y a complètement de ça, de vous, dans tous vos personnages, de ce choix à un moment donné, de la vie, de l'aventure. Oui. Ils sont comme ça, vos personnages. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que c'est une histoire? Vous savez, depuis l'Antiquité, il y a à peu près 50 types d'histoires. C'est toujours la même chose. Il y a un objectif, et entre le ou les protagonistes, qui sont les personnages principaux, il y a des obstacles pour atteindre. Le meilleur exemple, Ulysse d'Homère. Le but est simple, il veut rentrer à la maison. Et c'est à 3 jours de bateau de Troie après la fin de la guerre de Troie. Et il met 10 ans. Eh bien, c'est l'ABC de l'histoire. Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'histoire? C'est le but. Vous me direz que rentrer chez soi, c'est pas très original. Mais ce qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est les obstacles
que vous rencontrez, la manière dont vous les résolvez ou ne les résolvez pas, et la manière dont ça vous transforme. On parle du personnage, ça les transforme. Parce qu'un personnage, à la fin de l'histoire, n'est plus le même que le personnage au début de l'histoire. Il faut penser à tout ça. Donc, mais toutes les histoires sont toutes pareilles. Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez le conquérir. Vous êtes prisonnier, vous voulez vous évader. Vous voulez devenir célèbre, je ne sais pas ce que vous faites pour le devenir. Mais enfin bon, vous trouvez le moyen, vous avez et chaque fois des obstacles. Mais toutes les histoires, c'est le même thème, sauf les biographies. Maintenant, en bouquin, on trouve énormément de biographies, et même en BD. Même en BD, on trouve des biographies, dont certaines qui marchent bien, l'Arabe du futur et des trucs comme ça qui marchent très bien, et d'autres qui n'intéressent personne. Bon, Oui. c'est tout. Oui. Oui, mais quand même, moi je dis, vos personnages souvent se demandent qui ils sont. Qui ils sont parce qu'ils sont amnésiques, parce que, au fond, vous inventez des personnages qui ne savent pas qui ils sont. Certains ne le savent pas. L'argouine se pose la question aussi. Torgal se pose la question aussi. C'est vrai, ce sont des personnages, vous avez bien définis, ils ne savent pas qui ils sont. Sauf Blake et Mortimer qui le savent un peu trop. Et là, il faut un peu maintenant, on va essayer de les creuser un petit peu davantage plus tard. Ouais. Mais dans toute cette œuvre, Jean Van Damme, au fond, vous avez creusé le sillon pour savoir qui vous étiez, peut-être. Est-ce que c'est pas bon, j'ai jamais fait d'analyse psycho, machin truc. On se demande tous un peu ce qu'on est. Et si notre vie a servi à quelque chose, ne fût-ce qu'à soi-même, bien sûr qu'on se demande. Et bien sûr qu'on est confronté, et en étant confronté aux autres, sur un plan personnel comme sur un plan professionnel, ce qu'on reçoit des autres aide à faire votre propre connaissance, mais parfois c'est tronqué parce que enfin bon, est-ce que finalement maintenant, est-ce que c'est tellement intéressant de savoir qui on est? Il y en a qui cherchent beaucoup. J'ai un gros défaut et qui pourrait être une qualité, et je ne devrais pas le dire, mais quelque part je m'aime bien. Et c'est un défaut bien sûr, mais ça me sert parfois. Non, je n'ai pas trop de conflits avec moi-même, tout en sachant que je suis bourré de défauts, hein, et de maladresse et de... Voilà. Mais bon, tout ça forme un... Bon, et mes personnages... Bon, Blake et Mortimer sont pas vraiment mes personnages, mais bon, j'essaie de les utiliser... Surtout dans cet album-là, où là je commence un nouveau jeu avec eux, c'est-à-dire de les sonder un peu davantage pour qu'ils se mettent vraiment à exister. Jusqu'à présent, ils n'existaient pas en tant que personnages. Ils étaient manipulés par les événements et ils réagissaient aux événements. Mais je voudrais en faire maintenant plus tard, des vrais personnages qui vont avoir des doutes sur eux-mêmes, qui vont vraiment exister. Mais ce sera pour plus tard, je sais pas quand vous aurez l'album, dans 7 ans, je suppose. On attendra et traduit dans le monde entier. Des personnages, je retiens, qui ont des doutes et donc qui existent. Vous l'avez dit. Oui, absolument. Jean Van Damme, le dernier Espadon, c'est absolument fantastique. Aux éditions Blake et Mortimer, qui portent bien leur nom. C'est une aventure incroyable. Merci beaucoup, Jean Van Damme, d'avoir été avec nous. Merci, Patrick, de m'avoir invité pour pouvoir parler de tout ça.